Société civile, question vrai ou faux? Les statuts d'une société civile peuvent être modifiés à la majorité des droits de vote. Vrai ou faux? Toute cession effectuée par le gérant en violation des clauses statutaires est nulle. Les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. La décision d'une répartition future des dividendes différente de celle du capital constitue une donation indirecte. Le droit aux dividendes appartient à l'associé au jour de la décision prise par les associés de distribuer un dividende. Il est possible de désigner le mandataire des parts sociales indivises dans les statuts. Il faut avertir le conjoint pour acquérir des parts avec des fonds de la communauté. En cas de vente des parts, la plus-value est d'autant plus importante que le capital est faible. Il vaut mieux vendre les parts que faire vendre l'immeuble détenu par la société. C'est à l'usufruitier qu'appartient le droit d'affecter le bénéfice. Il vaut mieux affecter les bénéfices en report à nouveau ou réserve que de distribuer par imputation en compte courant d'associé. En principe, l'usufruitier a droit aux bénéfices courants et le nu propriétaire aux bénéfices exceptionnels. L'héritier de l'associé décédé n'a pas la qualité d'associé tant qu'il n'a pas été agréé. Usufruitier nu propriétaire, la perte de liquidation est répartie entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Il est possible de bénéficier de l'abattement de 75% du travail transmission d'entreprise en donnant les parts d'une société civile holding à l'IR et à l'IS. La tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, sauf pour approuver les comptes. Correction donc, les statuts d'une société civile peuvent être modifiés à la majorité des droits de vote. C'est faux. C'est la règle de l'unanimité. Voilà. Le Code civil, les décisions qui dépassent le pouvoir du gérant doivent être prises à l'unanimité, sauf clause contraire. Et les statuts ne peuvent être modifiés à défaut de clause contraire que par l'accord unanime des associés. Toute cession effectuée par le gérant en violation des clauses statutaires est nulle. Faux. Le gérant peut accomplir tous les actes prévus dans l'objet social. Et si le gérant vend un bien alors que l'objet social ne l'y autorise pas, la vente n'est pas annulée. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Alors, on a une jurisprudence constante, quasiment constante, non, sauf une qui a fait annuler la vente, mais c'est l'exception. Il n'y a pas de nullité sans texte. Les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Oui, vrai, rien n'interdit. Alors, c'est la société civile, non seulement c'est la liberté statutaire prévue par le Code civil, mais en plus la liberté statutaire du droit général. Parce que, selon le droit général, le principe, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé dès lors que ce n'est pas contraire à l'ordre public international français. On peut prévoir donc une clause d'exclusion, dite aussi clause de rachat forcé. Voici les jurisprudences constantes. La décision d'une répartition future de dividendes différente de celle du capital constitue une donation indirecte. Faux. Alors, pour qu'il y ait donation, il faut remplir 3 conditions.
Bon, une donation ne peut porter que sur un bien présent dans le patrimoine. Il faut l'intention libérale, j'aurais dû commencer par ça, l'intention libérale, portée sur un bien présent et qui conduit à un appauvrissement du donateur et corrélativement un enrichissement du donataire. Puisque un dividende, il n'est pas né encore au moment de la décision de la répartition, or comme une donation ne peut porter que sur des biens présents, eh bien on ne peut pas y avoir de la qualification de donation, tout simplement. Mais attention, ce n'est pas parce que on évite la qualification en donation qu'on évite forcément l'abus de droit fiscal. Dès lors que une mesure est susceptible d'entraîner un avantage fiscal, en l'absence de motivation économique, eh bien, on a toujours le risque fiscal, ça c'est sûr. Et notamment celui de l'abus de droit fiscal. Le droit au dividende appartient à l'associé au jour de la décision prise par les associés de distribuer un dividende. Oui, c'est vrai. Ça, c'est jurisprudence constante. Le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende, ou par la collectivité des associés, s'il n'y a pas d'assemblée. Voilà. Même si le mandataire des parts indivises est désigné par les statuts, il faut l'accord du juge en cas de désaccord sur sa nomination. Non, c'est faux. Voilà. Le copropriétaire d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi eux ou en dehors d'eux. Et en cas de désaccord sur la désignation, le mandataire est désigné en justice. Alors, c'est une clause toujours absente dans la plupart des statuts que je rencontre. C'est dommage. Pourquoi? Parce que, imaginons, alors je prévois dans mes statuts, le futur mandataire dans le cas où des parts seraient en indivision. Et le mandataire, c'est moi. Alors, oui, c'est vrai que chaque indivisaire a la qualité d'associé. Et en principe, un associé, il a le pouvoir de voter. Exception. Un associé ne peut pas être privé du droit de participer, mais participer n'est pas voter, puisque d'ailleurs l'indivisaire a la qualité d'associé, mais il est privé du droit de voter. C'est impérativement le mandataire, désigné par les statuts ou en justice, le mandataire des parts sociales indivises, qui vote à sa place. Voilà. Si c'est une assemblée, on ne peut pas le priver d'assister à l'assemblée, mais il a le droit de se taire. Il faut avertir le conjoint pour acquérir des parts ou des actions avec des fonds de la communauté. C'est faux. Il faut l'accord du conjoint commun en bien pour acquérir des parts sociales, mais pas pour acquérir des actions. Donc oui, pour des parts sociales, il faut l'accord du conjoint pour acquérir des parts sociales qui appartiennent avec des fonds de la communauté, mais pas pour les actions. D'ailleurs, quand on verra dans le cours, la comparaison SARS-société civile, c'est un élément parfois déterminant dans certaines familles, le choix entre le pouvoir de nuisance du conjoint commun en bien, il est beaucoup plus fort avec des parts sociales qu'avec des actions. En cas de vente de parts, la plus-value est d'autant plus importante que le capital est faible. Bon, ça, on le voit, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que soit c'est un capital où le résultat a été capitalisé, et à ce moment-là, le prix d'acquisition n'a aucune incidence sur le montant de la plus-value, puisque le prix d'acquisition est ajouté ici aux bénéfices qui ont déjà été imposés. Et si le résultat a été distribué par imputation en compte courant d'associé, eh bien, voilà, j'ai un texte quand même de l'administration qui me dit que la part du prix, quand je cède les parts d'une société civile, je cède les parts et je cède également le compte courant. Eh bien, la part du prix correspondant au compte courant n'est pas imposée à la plus-value
sous réserve que l'associé puisse justifier de l'existence de ce compte courant. Donc, aucune incidence. Capital faible, capital fort, il n'y a aucune incidence sur le montant de la plus-value en cas de vente des parts. Il vaut mieux, toujours pour l'impôt sur la plus-value d'ailleurs, il vaut mieux vendre les parts de la société plutôt que de faire vendre l'immeuble par la société. Alors, c'est faux, la réponse, ça dépend. Alors, il peut être parfois plus intéressant de vendre les parts d'une société civile dès lors qu'elle est à prépondérance immobilière. Parce que si je crée, par exemple, une société civile maintenant, 1 euro, et que 15 ans plus tard, elle achète un immeuble, et que 3 ans après, je vends les parts, eh bien, c'est la plus-value immobilière des particuliers qui va s'appliquer, même si la société détient l'immeuble seulement depuis 3 ans. Puisque la définition d'une société civile à prépondérance immobilière, qui suit la fiscalité des plus-values immobilières, la voici, 158B du Code général des impôts. Dès lors que la société détient civile, c'est pour ça que le I, en fait, le SCI, ça n'existe pas, hein, SCI. C'est au plan juridique, le I n'existe pas. Je me souviens dès le plus jeune âge, j'allais souvent au greffe à l'époque, et puis le greffe disait « Il est où le I ?» Je tendais le code civil, j'ai dit « Il est où le I ?» C'est pour ça que quand je vois des spécialistes parler encore de SCI, non. Le I, c'est uniquement une définition fiscale. Le I, c'est que la société civile détient à la clôture 158B du Code général des impôts, à la clôture des 3 derniers exercices, plus de 50% de biens ou de droits immobiliers. Donc, si la société civile détient un immeuble depuis plus de 3 ans, je vends les parts, c'est la plus-value immobilière des particuliers, même si la société détient 51% d'immeubles et 49% de portefeuille d'un valeur mobilière qui normalement devrait suivre les plus-values de valeur mobilière. Eh bien non, je vends les parts, la totalité suit les plus-values immobilières et comme la société a été créée il y a plus de 30 ans, eh bien j'ai l'exonération totale sur la totalité. Voilà. Et il peut être plus intéressant que la société vende l'immeuble. Parce que là aussi, ça sera la plus-value immobilière des particuliers qui va s'appliquer. Quand choisir l'un ou l'autre, bien, ça va dépendre du délai de détention des parts, essentiellement, hein, ou de l'immeuble, et d'autres critères. On le verra au cours du cours. Mais l'idée, c'est que, bien souvent, j'entends les opposants qui me disent « Mais M. Royal, personne ne veut acquérir des parts d'une société civile. » Ben oui, mais sauf avec moi. Parce que quand j'explique à l'acquéreur que, en achetant les parts, qui détient un immeuble depuis 15 ans, s'il achète les parts, ben il achète quelque part le délai de détention de 15 ans. J'achète les parts, la société détient l'immeuble depuis 15 ans, donc si la société continue encore 15 ans à détenir l'immeuble, et qu'ensuite l'acquéreur ne vend pas les parts, mais vend l'immeuble, bien l'immeuble est détenu depuis plus de 30 ans par la société. Et donc, on a l'exonération. Évidemment, hein, si la fiscalité reste la même d'ici là. Hein. Donc voilà, ça dépend de la plus-value constatée sur les parts et le délai de détention. C'est à l'usufruitier qu'appartient le droit d'affecter le bénéfice. Oui, c'est vrai, sauf clause contraire. Mais attention, parce que bien souvent, on confond affectation et le pouvoir sur la distribution d'un dividende. Je me souviens, j'avais écrit un article pour une revue, d'une certaine réputation, et j'avais écrit un article en disant « Attention, affecter un bénéfice, c'est pas distribuer un dividende. » Et le comité scientifique m'appelle en disant « Mais pourquoi vous dites vous distinguez ?» Eh ben, je dis « Affecter, c'est pas distribuer, puis un bénéfice, c'est pas un dividende. » Donc, méfiance. Alors, je n'ai pas encore de jurisprudence, mais si la loi
l'article du 144, ici alinéa 3, me dit que c'est à l'usufruitier qu'appartient le droit d'affecter le bénéfice. J'en déduis. Il faut en déduire. C'est pas moi qui en déduis, c'est la logique en déduit que la distribution d'un dividende devrait revenir au nu propriétaire, puisque affecté n'est pas distribué. Alors j'entends ceux qui me disent « Oui, mais dividende à distribuer ». Ce n'est pas une affectation, c'est une proposition. Mais à qui revient finalement, sauf clause contraire bien évidemment, à qui reviendrait le pouvoir de décider de distribuer le dividende? On va chercher l'erreur. Ce n'est pas l'usufruitier, parce que son pouvoir, c'est celui d'affecter le bénéfice. Et que affecter n'est pas distribuer un dividende. Donc, il vaut mieux préciser les règles dans les statuts. Il vaut mieux affecter le bénéfice en report à nouveau ou en réserve que de distribuer par imputation en compte courant d'associé. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, attention aux habitudes. L'habitude qu'on rencontre très souvent dans les sociétés à l'IR, on dit qu'il n'y a pas de fiscalité. C'est faux. Alors, il n'y a pas de fiscalité de la société, mais les associés sont fiscalisés. Mais regardez, alors, ma pratique, c'est que bien souvent, j'invite à transmettre le plus rapidement les parts de la société aux enfants, même s'ils sont mineurs. Oui, c'est possible, pour optimiser notamment la transmission. Si les enfants sont majoritaires en capital, ça c'est sûr qu'il vaut mieux capitaliser le résultat dans la société, de telle sorte que, à un moment donné, ce sera les enfants qui vont s'enrichir. Alors que si on distribue par imputation en compte courant d'associés, il y a une vingtaine d'années, il y avait une justification fiscale, mais plus maintenant. Donc c'est une distribution. Et donc en fait, on impute le bénéfice sur le compte courant des parents. Imaginez que le parent il décède. Eh bien, paf, les comptes courants sont taxables au droit de succession. Et toc, donc la pilule est amère quand même. Donc, on le distribue par imputation au compte courant ou autre chose, ou en liquidité, ou en espèces, uniquement s'il y a besoin de liquidité. S'il n'y a pas de besoin de liquidité, le mieux, c'est de capitaliser le résultat en report à nouveau. J'ai une préférence pour le report à nouveau que sur les réserves. Pourquoi? Parce que le report à nouveau, on a une règle, une jurisprudence, sauf clause contraire, mais qui dit que les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Alors ça peut être intéressant pour certaines stratégies. Ce n'est pas ma pratique. Alors que celle qui, le dividende prélevé sur le bénéfice de l'exercice et sur le report à nouveau reviennent à l'usufruitier. Et imaginez que j'ai porté en réserve et je ne m'entends plus avec les nus propriétaires qui, j'attends une jurisprudence, auraient le pouvoir de décider de distribuer un dividende. On est mal. Et il ne faut jamais être pressé, en fait, d'affecter en réserve. Parce que on peut tout affecter en réserve, mais on ne peut pas faire l'inverse. Et comme j'ai horreur des schémas sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière, il ne faut pas faire. Voilà. Donc, arrêtons les habitudes d'inscrire les sommes en compte courant d'associés, les résultats. En principe, l'usufruitier a droit au bénéfice courant, le nu propriétaire au bénéfice exceptionnel. Waouh! Alors, première règle d'abord, ne jamais, et là je dis souvent ne jamais dire jamais, mais là je dis je ne jamais, inscrire les règles comptables dans les statuts de société civile et de société tout court. Parce que les règles fiscales, ça peut changer. Voilà. Et donc, les amortissements, tout ça dehors. Voilà, parce que sinon, après, on a l'obligation de faire. Et donc, c'est pas bon. Surtout si la fiscalité, elle bouge. Donc, oui, le usufruitier a droit au bénéfice courant. Ça, c'est la définition fiscale. Voilà. Article 8
des sociétés civiles à l'IR, hein, donc l'administration fiscale, CGI article 8, puis l'instruction fiscale qui va avec, sauf clause contraire. L'usufruitier, alors, il paye l'impôt sur les bénéfices courants, puisque l'administration fiscale n'a pas à définir des règles civiles, mais elle considère que c'est l'usufruitier qui paye l'impôt sur les bénéfices courants et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels. Et dans son instruction fiscale, il est précisé que les bénéfices courants, c'est par exemple les plus-values de valeur mobilière. Et puis les bénéfices exceptionnels, c'est la vente d'un immeuble, c'est exceptionnel. Ou alors la vente de titres de participation. Ça, c'est des plus-values qu'elle qualifie fiscalement d'exceptionnelles. Donc c'est le nu propriétaire qui, en principe, est redevable, mais comme on sait bien que le nu propriétaire, bien souvent, il n'a aucune liquidité, surtout si le dividende est versé exclusivement à l'usufruitier, quoi qu'on ne puisse pas priver un associé de tout droit au dividende, mais bon. Donc, elle conçoit, l'administration, dans sa instruction fiscale, qu'on peut en convenir autrement par une convention conclue par les statuts ou par une convention conclue à l'unanimité avant la clôture de l'exercice. Attention à préciser les règles. Voilà. C'est uniquement une règle fiscale, pas civile, et selon la jurisprudence, le nu propriétaire a droit aux sommes prélevées sur les réserves, sauf clause contraire. Alors, moi, c'est pas ma pratique que de distinguer les sommes prélevées sur les réserves, le report à nouveau, tout ça. Voilà. J'attribue plutôt des montants de droits financiers à des catégories de parts. L'héritier de l'associé décédé n'a pas la qualité de l'associé tant qu'il n'est pas agréé, ça c'est vrai. Voilà, on a attention d'ailleurs, alors ça peut être bien et pas bien, ça dépend des situations. Mais vous voyez bien que mes héritiers sont soumis à agrément, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la société s'ils ne remplissent pas les conditions de l'agrément précisées dans les statuts. Bien, je décède, ils ne peuvent pas rentrer dans la société, par exemple. À l'inverse, je peux les accueillir si c'est moi qui donne l'agrément. Donc, ça, c'est sûr. Donc, on distingue, la jurisprudence distingue le titre, la qualité de l'associé et le patrimoine, le droit financier également. Vous voyez, le droit financier, c'est en principe l'associé, mais il n'a pas la qualité d'associé tant qu'il n'est pas agréé. Usufruitier et nu propriétaire, la perte de liquidation est répartie entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Non, c'est inexact, sauf clause contraire. Pourquoi? Parce que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé et la perte de liquidation revient à l'associé, donc au nu propriétaire. Il est possible de bénéficier de l'abattement de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit du trail en donnant les parts d'une holding société civile. Alors, c'est vrai. Donc, le pacte du trail, qui permet de pratiquer un abattement de 75% sur la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, concerne les sociétés opérationnelles. En contrepartie de quoi, il faut que les associés du pacte du trail conservent les titres 6 ans ou 4. Donc une société civile ne peut pas être une société opérationnelle. On va voir qu'une société civile ne peut accomplir que des actes civils, en aucun cas des actes commerciaux. Au plan civil. Au plan fiscal, la règle est autre chose. Donc, en principe, pas de pacte du trail qui est réservé aux sociétés opérationnelles, mais la loi fiscale, pacte du trail, autorise 2 niveaux d'interposition. Alors, 2 niveaux d'interposition, c'est une holding, premier niveau d'interposition, et une autre holding, deuxième niveau d'interposition. Et cette holding
bien, quelle que soit sa forme juridique et quelle que soit la fiscalité de cette société ou de ses associés, elles sont éligibles au pacte du travail. La tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, sauf pour approuver les comptes. C'est faux. Voilà. Là aussi, attention aux habitudes. Non, parce que se mettre des contraintes, je vois bien comment c'est fait, hein, AGO, AGE, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. La distinction, d'abord, l'obligation d'assembler ne s'impose pas pour la société civile. Ensuite, c'est la collectivité des associés, évidemment, qui décide pour les décisions collectives seulement. J'y reviendrai. Et sinon, il n'y a pas d'assemblée, et encore moins d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Hein. Je vois que, bien souvent, en fait, on fait du démembrement de propriété pour réguler les pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire, notamment. On dit que l'usufruitier, il vote aux AGO, le nu propriétaire, aux AGE, les décisions qui portent atteinte à la substance de la chose, pipeau, hein, tout ça. Hein. Donc, les habitudes font qu'on enferme le dirigeant, celui, hein, mon client quand même, dans des contraintes dans lesquelles il faut parfois il demande l'avis à des autres. Non, chez moi, mon client, il est le seul décideur. S'il veut donner du pouvoir, ponctuellement à l'un, c'est toujours possible. Qui peut le plus, peut le moins. Mais sinon, non. Donc, cessons avec les AGO et les AGE dans les statuts. Merci. Et puis, deuxième chose, c'est que approbation des comptes. Alors, si la société civile est à l'IR ou à l'IS, peu importe, pour une société civile, il n'y a pas d'approbation des comptes. Pourquoi? Alors, au plan fiscal, peut-être que si ma société est à l'IS, ouais, pourquoi pas, il faut tenir une comptabilité. Donc on peut rentrer dans éventuellement un processus d'approbation des comptes. Mais ça n'existe pas, l'approbation des comptes dans les sociétés civiles. Puis surtout que dans une société civile à l'IR, il peut ne pas y avoir de comptabilité. La seule obligation, c'est le rapport annuel de gestion. Qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, voilà. C'est le civil qui guide. Hein. Donc la seule obligation, c'est le rapport annuel de gestion qui indique notamment les pertes et les bénéfices et, je ne sais plus, mais ça fait 3 lignes, hein, et les pertes encourues. Voilà le terme exact. Les pertes encourues. Mais sinon, non, pas d'approbation des comptes. Merci. Alors, il peut y avoir des décisions collectives. Voilà. Alors, si ce sont des décisions collectives, c'est celles qui appellent à la participation de tous les associés et éventuellement des usufruitiers. Alors, pour l'usufruitier, la jurisprudence est constante pour dire qu'on ne peut pas écarter le vote de l'usufruitier pour ce qui concerne l'affectation du bénéfice pour préserver les droits de l'usufruitier. Mais sinon, il y a toute liberté dans les statuts pour délimiter le champ des décisions collectives. Donc vous voyez que si, le plus souvent, c'est que le client il veut avoir tous les pouvoirs et être inamovible. Bon, eh bien, ok. Donc je vais le nommer d'abord gérant. Je mettrai un objet social très large parce que le gérant, ses pouvoirs sont délimités par l'objet social. Je reviendrai sur la rédaction de l'objet social. Bon. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, le distinguer les associés en créant des catégories d'associés. L'associé fondateur, c'est lui qui a tous les pouvoirs d'ailleurs, sauf pour les décisions collectives. Ensuite, je vais faire des décisions prises à la majorité des droits de vote. Comme par hasard, le dirigeant, eh bien, il aura des parts de catégories de préférence qui lui donneront toujours, s'il doit voter, il votera seul. Et également, si la décision est dite collective, eh bien, ouais, tout le monde vote, mais il y en a qui votent plus que d'autres. Hein. Or, on me dit que je suis très autocratique. C'est pas moi qui suis autocratique, c'est la volonté de mes clients. La démocratie, on n'a jamais avancé, gérer un patrimoine avec la démocratie. Hein. Enfin, bon. Donc, pas l'Assemblée, même pour le compte rendu annuel de gestion, l'obligation
de tenue par la société civile.